faire suite à ma vidéo Nous sommes l'Empire d'Occident, postée sur YouTube, je vais envoyer successivement 4 épisodes avec diaporama. Une proposition de référendum d'initiative citoyenne pour le rétablissement de la peine de mort, une deuxième sur révolte et révolution en France, le troisième épisode consisterait sur le mariage des prêtres et la prêtrise accordée aux femmes, et enfin, le dernier, sur les migrations. Proposition de référendum d'initiative citoyenne sur le rétablissement de la peine de mort. Le rétablissement de la peine de mort en France est un sujet complexe et controversé. Certains partisans de la peine de mort soutiennent qu'elle a un effet dissuasif sur les homicides. L'idée est que la peur de la peine capitale pourrait empêcher certains individus de commettre des homicides. Pour les familles des victimes de crimes particulièrement odieux, la peine de mort peut être perçue comme une forme de justice ultime. Elle est vue comme une manière de rendre justice aux victimes et à leurs proches. Des sondages ont montré que l'opinion publique en France est partagée sur la question de la peine de mort. Par exemple, un sondage réalisé par Sciences Po, Cevipof, en 2021 a révélé que 55% des Français étaient favorables à son rétablissement. Certains estiment que la peine de mort pourrait contribuer à améliorer la sécurité publique en éliminant définitivement les criminels les plus dangereux de la société. Cela pourrait également réduire les coûts associés à l'incarcération à vie des condamnés. Bien sûr, pour prononcer la peine de mort, il faut que les crimes soient avérés. Dans le contexte actuel de menaces terroristes, certains partisans de la peine de mort estiment qu'elle pourrait être une réponse appropriée aux actes de terrorisme, servant à la fois de dissuasion et de punition. Certains citoyens français estiment que la justice est trop légère et inefficace face à des crimes graves. Ils voient dans la peine de mort une solution pour renforcer la sévérité des peines et ainsi mieux protéger la société. Fiabilisés sur le sujet. Les plaintes pour tentative d'homicide, enregistrées en France par la police et la gendarmerie, ont augmenté de 78% entre 2016 et 2023. Selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, publié le jeudi 18 juillet. Au total, 4015 victimes de tentatives d'homicide ont été recensées en France par les forces de l'ordre en 2023, contre 2259 en 2016, avec une augmentation annuelle moyenne de 9% sur la période. 9 tentatives d'homicide enregistrées sur 10, soit 85%, ont été commises en dehors du cadre familial l'an passé. Une part stable depuis 2021. Plus des 3/4 des victimes sont des hommes, 77%. Le plus souvent en dehors du cadre familial, 93%. À l'inverse, les femmes représentent 65% des victimes dans le cadre familial et même 73% dans le cadre conjugal. Les personnes mises en cause présentent le même profil que les victimes. Des hommes, 90%, âgés de 18 à 29 ans pour 47% d'entre eux. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte présentent dans l'ordre les plus forts taux de tentatives d'homicide, jusqu'à 12 fois plus qu'en métropole. Dans l'Hexagone, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, le Val d'Oise et Paris occupent les 4 premières places. La Lozère et le Lot enregistrent les taux les plus faibles. Les 15 à 29 ans sont les plus exposés. Les jeunes
âgés de 15 à 29 ans, sont les plus exposés aux tentatives d'homicide, les hommes 5 fois plus que les femmes dans cette tranche d'âge. L'augmentation des plaintes. Malgré cette fiabilisation des données, obtenue après plusieurs années de travaux d'expertise, le SSMSI souligne qu'elles doivent encore être examinées avec précaution et que la porosité entre d'une part les tentatives d'homicide et d'autre part les coups et blessures volontaires et les violences, mauvais traitements et abandon d'enfants doit encore être mieux identifiée, reconnaît l'étude. Par ailleurs, l'évolution du phénomène en lui-même, l'évolution de la propension à porter plainte et de la plus ou moins grande sensibilisation de la société à ce type d'atteinte, selon les circonstances dans lesquelles elles surviennent, ou encore l'évolution des pratiques d'enregistrement par les services de sécurité, peuvent influencer le nombre de victimes recensées, ajoute le rapport. Les homicides, eux, dessinent une courbe en légère baisse entre 2016 et 2019, moins 3,6%, avant de repartir à la hausse depuis 2021, plus 18,5%, frôlant la barre symbolique des 1000 victimes en 2023, exactement 996. Je vais vous parler maintenant du débat parlementaire de 1908 sur l'abolition de la peine de mort. Intervention d'Auguste Falliou, député de la gauche démocrate. Le débat sur l'abolition ou le rétablissement de la peine capitale ne date pas d'aujourd'hui. En 1908, le député Auguste Falliou donnait devant l'Assemblée ses arguments pour le maintien de la peine capitale. Je le cite. La grande raison qu'invoquent les abolitionnistes, c'est le but humanitaire. Que proposez-vous, abolitionnistes, en remplacement de la peine de mort? L'encellulement perpétuel, c'est-à-dire une peine plus barbare, une peine qui est la destruction lente de l'intelligence et du moral de l'individu dans un corps qui ne veut pas mourir? Et c'est cette souffrance, c'est ce supplice que les abolitionnistes réclament au nom de l'humanité. Cette théorie humanitaire des abolitionnistes se retourne contre eux. Certains, pour démontrer que la peine de mort est peu intimidante, citent le cas de forçats à perpétuité, qui ont tué leurs gardiens pour en finir eux-mêmes avec la vie. Mais si ces forçats ont agi ainsi, c'est que les travaux forcés à perpétuité leur paraissent une peine plus barbare que la peine de mort. Il est permis de croire qu'a fortiori, ils en auraient dit autant de l'encellulement perpétuel. Si telle est l'opinion des intéressés, permettez-moi de m'y tenir et de ne pas m'arrêter à l'opinion des théoriciens. Je vous rappellerai le mot de Kant. En tuant un de vos semblables, vous vous tuez vous-même. C'est là une morale rationnelle et qui paraît reposer sur l'idée du devoir. En dehors de cette cruauté, dont ne semblent pas s'apercevoir les abolitionnistes, il y a autre chose qui pourrait les faire hésiter à supprimer la peine capitale. L'homme a droit à la vie, mais il a droit aussi à la liberté. Et j'ajoute, à la liberté plus précieuse encore que la vie. Pourquoi la société pourrait-elle enlever à un individu un droit et pas un autre? La vie et la liberté ne sont-elles pas pour l'homme aussi sacrées l'une que l'autre? Quand on attaque la peine de mort, il faut, si on veut être logique, attaquer toutes les peines. Et quand on veut renverser l'échafaud, il faut songer aussi
à détruire les prisons. Évidemment, pas d'exécution publique, mais assez de fausses sensibleries, assez d'humanitarisme dangereux et coupable. Je dirais aux abolitionnistes, votez le rétablissement de la peine de mort au nom de l'humanité. Et je dirais aux partisans de la peine de mort, votez-la, parce qu'en le faisant, vous ferez une œuvre de sécurité sociale et une œuvre de justice, et vous rendez sa dignité à l'assassin. Revenons en 2025. Je prône le rétablissement de la peine capitale dans les cas suivants. Pour les assassins d'enfants, la mort. Régner la terreur sur notre pays, la mort. Pour les agresseurs de forces de l'ordre, de pompiers, de personnel de santé, de personnel enseignant, des peines aggravées, voire la peine de mort. Ce n'est plus un secret pour personne que ce sont les mafieux des quartiers populaires qui y ont pris le pouvoir et essaient d'en chasser les forces institutionnelles par tous les moyens. Pour les narcotrafiquants, la mort. Pour les auteurs de féminicides, les trafiquants de femmes et les violeurs, la mort. Pour les crimes en liaison avec les origines raciales ou religieuses, la mort. Les normes de ces trafiquants et assassins ne sont pas les mêmes que les nôtres. J'ajoute à titre personnel qu'il n'est pas question de rétablir la guillotine et que le moyen de la mise à mort reste à déterminer. J'ajoute, encore une fois, qu'il faut que la responsabilité du criminel soit prouvée, incontestable. D'autre part, ce sont les habitants des quartiers populaires qui subissent l'essentiel des violences, des crimes, des homicides et tentatives d'homicide. C'est à eux qu'il faut que l'État et la justice accordent prioritairement une protection significative, voire inflexible. Ce n'est pas aux députés et aux sénateurs de décider à la place de la nation de l'abolition ou du maintien de la peine de mort, car ces messieurs-dames sont bien loin de la réalité quotidienne et trop près de leurs privilèges. Les ordres privilégiés ont été le boute-feu de la Révolution française. Que les députés et sénateurs qui ont voté la peine de mort commencent par voter la fin de leurs privilèges. Enfin, il faut envisager la création d'une juridiction spéciale pour ces criminels qui encourent la peine de mort. Je vais maintenant vous parler du père Bruckberger. Le repentir du bon larron, selon le père Bruckberger, dans son histoire de la vie de Jésus-Christ. L'Évangile rapporte l'épisode des deux larrons crucifiés avec Jésus. L'un des malfaiteurs qui était en croix l'insultait et disait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre prit la parole pour le faire taire et dit « Tu n'as donc même pas la crainte de Dieu, toi qui endures le même supplice ? Pour nous c'est justice, car nos actions ont mérité le châtiment que nous recevons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans l'éclat de ton règne. » Et Jésus dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, pendant la vie mortelle de Jésus, la dernière conversion qu'il ait faite, le dernier témoignage qui ait été donné à sa majesté divine, la dernière profession de foi en sa qualité de roi d'un royaume qui transcende la mort. Et quel est cet homme qui rend à notre Seigneur cet ultime et sublime hommage ? Le pape ? Non. Saint Pierre pleure son reniement, se terre et se tait. Les apôtres ? Non. À part Saint Jean,
eux non plus ne sont pas là. Et par la suite, on verra bien que les premiers évêques ont perdu cœur. Cet ultime, clair et public hommage vient à Jésus d'un homme que 3 heures plus tôt il n'avait jamais rencontré. Quel homme? Un brigand, crucifié avec lui, qui reçoit la rançon de ses crimes et qui dans le même temps confesse ses crimes, la justice de son châtiment et la divinité royale de Jésus-Christ. C'est lui que la piété chrétienne appelle avec tendresse le bon larron. Mon avis personnel? J'en tire cette leçon. Le Christ n'a pas accédé à la demande du mauvais larron d'utiliser ses pouvoirs miraculeux en les libérant de la croix. Le Christ avait une mission, il était l'agneau sacrifié afin de laver les hommes de leurs péchés. Les 2 criminels, eux, ont été crucifiés en raison de leurs crimes. Le Christ avait fait bien d'autres miracles auparavant, mais il n'a pas libéré les 2 criminels. Cependant, il a accordé son pardon au bon larron qui le lui demandait. La justice des humains peut condamner à mort les assassins, mais Dieu seul peut accorder le pardon.